En cette période de distanciation sociale, de gestes barrières et d'enfermement pseudo-volontaire, je ne peux m'empêcher de vous partager cette courte vidéo qui, pour moi, symboliquement, est le magnifique contraire de ce que nous vivons actuellement. Bienvenue dans cet épisode 5 en phase avec la grande gagnante du moment. J'ai nommé la peur, cette émotion primaire que nous partageons avec les animaux depuis la nuit des temps. Vous allez pouvoir expérimenter dans cet épisode 5 un puissant protocole de premier secours émotionnel, Emotion Aid, développé par des professionnels de la somatic experiencing pour stabiliser des populations en état de choc. La peur. Cette sensation du fond des âges surgit en nous face à un danger réel ou supposé. Elle nous place dans un extrême qui vive. Et les modifications physiologiques qu'elle provoque en nous permettent de réagir instantanément au danger, soit par la fuite, soit par l'affrontement, soit par l'inhibition, c'est-à-dire le figement ou paralysie. Peter Levine, docteur en biophysique médicale et en psychologie, est un grand spécialiste de la thérapie des traumatismes psychiques. Il a fondé la Somatic Experiencing, qui facilite l'accès à la mémoire du corps, une approche holistique reconnue et enseignée dans de nombreux pays. There were so many things that could cause people to become stuck in fear, become stuck in collapsing and helplessness, that animals also experience similar threats because their lives are threatened on an everyday basis. So if you're a rabbit, right, and going around, and then we have coyotes, well, you have foxes, and they maybe get chased and they escape. And if they escape, then they can't be carrying on something like trauma, because if they become inhibited, if they become overly frightened, if they lose their ability to even come back, out into the world, they wouldn't survive, nor would the species survive. So I realized that in animals, there must be an innate capacity to heal from trauma. And as a result of that idea, I watched a lot of animal videos. I talked with wildlife people all over the world. And I compared this with them with some of the things that I was observing when people would, literally in a way, shake off the shock of the trauma, that their bodies would shake and tremble sometimes in a very gentle way, and they would have full spontaneous breaths, and their hands, which were cold before, became warm. And I talked to many of the people who worked in wildlife, and they said, actually, yes, we know, because if the animal doesn't do that, when we capture an animal and readmit them into the wild, then they won't survive. So again, this is something that has to be innate, because we share the same parts of the brain having to do with survival that all of the other mammals do. It's the brain stem, the upper brain stem, the cerebellum, the hypothalamus, the limbic system. We share this. It's almost identical. So if they're able to shake off trauma, then we also have that capacity. But we have to learn the language of how to speak to the person, how to guide them to have new experiences that are different than, that contradict those of overwhelming helplessness and fear. Si, comme le dit Peter Levine, nous partageons avec les animaux les mêmes parties du cerveau qui gèrent la survie, nous ne partageons assurément pas avec eux les mêmes facilités de résilience. La peur, dans le monde animal, est toujours due à un danger immédiat, bien concret et souvent mortel. Le traumatisme qui devrait en résulter, pour nous les humains, n'a pas le temps de prendre place en eux, car malgré la peur et la perte, et malgré le danger persistant, ces buffles, ils doivent redescendre boire parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour eux.
Une fois ce besoin vital satisfait, ils oublieront leur peur jusqu'à la prochaine soif. Là, encore et toujours, le danger est concret, immédiat et sans pitié. Mais l'amour, même animal, peut être plus fort. Ce jeune zèbre évacuera naturellement les séquelles de sa peur dans la fuite, processus de rééquilibrage indispensable au retour de sa pleine vigilance. À la différence de l'animal, l'esprit humain ne fait pas de distinction entre l'évocation d'un danger et le danger lui-même. Assignés à résidence depuis plusieurs semaines, des millions d'êtres humains encaissent quotidiennement de façon variée mais ininterrompue des signaux de danger mortel par médias interposés. Ces personnes n'ont ni la possibilité de fuir, ni celle de lutter. Beaucoup s'accrochent alors à une télévision anxiogène, qu'ils considèrent comme seule source officielle d'informations véridiques pouvant leur apporter de bonnes nouvelles. En temps normal, lorsqu'une solution efficace est rapidement trouvée face au danger, comme pour les animaux, la suractivation de notre système nerveux dû au stress n'est que passagère et sans conséquence. Le danger s'est finalisé et notre corps-esprit, pourrait-on dire, a pu retomber sur ses pieds. A l'inverse, lorsque l'événement qui nous prend à contre-pied reste sans solution et que nous le vivons dans l'impuissance ou dans l'inhibition de l'action, cette suractivation du système nerveux entraîne en nous des symptômes physiques, et pas des moindres. Baisse du système immunitaire, rhinite, perte de l'odorat et par conséquent perte subjective du goût, douleur dans la gorge, toux, inflammation, nausées, vomissements, diarrhée, frissons, grande fatigue, etc., etc. Je rajouterai à ces symptômes de peur ceux dus au stress de l'enfermement, problèmes dermatologiques, crispation articulaire, insomnie et donc apathie, irritabilité, hypersensibilité soudaine, etc., etc. Je vous invite donc à lire cet article excellent écrit par Vian Frisé, un jeune physiothérapeute spécialisé dans les relations entre maladie et vécu émotionnel. Et maintenant, pour finir, un peu d'exercice pratique avec le protocole Emotion Aid annoncé en ce début d'épisode. Il vous est présenté sous forme d'un échange Skype par Eric Guénoun, psychothérapeute, spécialiste de la somatic experiencing et ancien élève de Peter Levine. C'est aussi un ami avec lequel je jouerai, pour vous, le rôle du patient. Voilà, donc normalement c'est parti. Voilà, tu me vois? Non, Tu me vois ou pas? non. Tu me vois pas? Ah, ça y est, je te vois. Waouh. Bonjour Eric. Bonjour Moria. Bon, ben écoute, je suis content de réussir à t'avoir parce que bon, la technologie, c'est pas toujours évident. Je suis plus un créatif qu'un technicien, donc voilà. Donc écoute, je te contacte parce qu'en fait, je sais que tu es branché Somatic Experiencing, la SE, voilà, et j'aurais voulu que tu puisses nous donner quelques clés, si tu veux, pour désamorcer la peur ou en tout cas pour nous désengorger un petit peu du côté anxiogène que les informations nous donnent actuellement, quoi. D'accord. Bah, avant de commencer, je vais peut-être juste faire une petite présentation rapide Oui, présente-toi. pour que les gens sachent de quel endroit je parle. Donc, je suis psychopraticien en thérapie corporelle, en psychothérapie corporelle, et donc spécialisé dans les traumatismes et les états dissociatifs. Et donc, la somatic experiencing donc, est un outil de neurosciences qui va aider les gens à ressentir mieux leur corps, à calmer leur anxiété, etc. Donc, c'est un outil très important pour gérer ces états aigus de stress et d'angoisse par lesquels on passe en ce moment dans cette crise du Covid-19. Voilà. Donc, j'ai quand même une trentaine d'années d'expérience en cabinet. Donc, voilà, je pense que c'est quand même bien de le dire et que je peux accompagner. J'accompagne des gens, j'ai une clinique privée où j'accompagne des patients pour résoudre tout un tas de questions psychosomatiques. Voilà. Donc, tu m'interroges là-dessus. Donc, je pense qu'il y a deux moments de la journée qui sont importants à distinguer. Un moment qui est justement pendant la journée et puis un moment plutôt dans la soirée après le JT, le journal télévisé. Le fameux déversoir d'informations. Le fameux déversoir d'informations anxiogènes. Anxiogène. Tu sais que l'information, c'est la donnée qui forme l'esprit à l'intérieur. Informer, si tu veux, c'est envoyer une donnée qui va permettre à l'esprit de prendre une forme. Voilà, c'est ça, informer. Voilà. Donc là, je veux dire, des données qui nous font flipper, pour moi, c'est un peu déformé quelque part. Parce qu'en plus, il y a plein de choses qu'on ne peut pas vérifier. Le nombre de morts qu'on nous donne constamment, patati patata, et qu'on nous assène comme ça constamment, on ne peut pas les vérifier. Nous, on ne peut que croire. Donc, comme c'est vu à la télé, on doit y croire. Et du coup, ça nous pèse, tu vois.
Exactement. Et donc, ça, c'est ce que tu dis, c'est important parce que c'est au centre de la somatic experiencing, donc cet outil de résolution de trauma. C'est qu'on ne peut pas vérifier, l'ennemi est invisible et on ne sait pas qui croire. On a un manque d'informations ou en tout cas des informations contradictoires, surtout si on parle de la chloroquine. Alors là, on est complètement perdu. Qui croire? Et donc, ça désoriente le système. On est désorienté face à un ennemi invisible. On ne sait pas où il est. Et on ne peut pas adopter les bonnes réponses de la physiologie. Donc, on appelle ça les réactions de fuite et de lutte. Bon, je vais peut-être y revenir tout à l'heure, mais ça, c'est au centre, en tout cas, de la somatic experiencing. Donc, comme je disais, deux moments de la journée. Le moment de la journée, donc, à proprement parler, et puis le moment de la soirée après le JT. Donc, pendant la journée, on l'a déjà dit, on l'a ressassé, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est, Moria, utiliser les réseaux sociaux à volonté, donc à consommer sans modération. Et donc ça crée le lien d'appartenance et ça donne de la sécurité aux gens. Donc c'est extrêmement important de créer cette sécurité aux gens. Ça calme le système nerveux. Voilà. Le fait d'appartenir à un groupe et d'être connecté calme le système nerveux. Voilà. Je suis d'accord. Alors après, ces informations qui viennent des réseaux sociaux, il faut quand même faire très attention, à mon avis, je veux dire, de ne pas s'empoisonner non plus avec... parce qu'il y a tellement de choses qui sont données sans vérification, là encore, des informations anxiogènes qui sont données sans vérification, que d'un coup, le fait de les valider, sans savoir que c'est réellement, si c'est vrai ou pas, ben, d'un coup, ça y est, on se remet une couche de peur, une raison d'avoir peur encore plus. Voilà, donc les réseaux sociaux, garder son réseau, comment dire, son identité sociale, oui, mais pas à n'importe quel prix. Exact. Utiliser le réseau social pourquoi? Pour discuter entre amis, entre proches, discuter, chanter, blaguer, pourquoi pas danser, voilà, pour faire ce genre de choses qui est sain pour l'esprit et le corps. Mais ça, je ne vais pas revenir trop là-dessus, tout le monde le dit, tout le monde l'utilise, donc on n'a pas besoin de nous pour dire qu'il faut utiliser le réseau social. Donc c'est extrêmement important et ça amène donc de la sécurité, de la détente du système nerveux et évidemment ça booste ou ça renforce le système immunitaire. Et en temps de Covid-19, rien de tel que d'avoir un système immunitaire qui fonctionne. Donc ça, c'est la première chose, pendant la journée. Ensuite, comme je t'ai dit, le soir, après le JT, qu'est-ce qu'on peut faire? On comprend en neurosciences qu'il y a deux réactions possibles face au danger. D'accord? Deux réactions possibles du système nerveux sympathique, les réactions de fuite et de lutte, qui donnent des symptômes propres à l'individu. C'est de l'agitation, c'est de l'irritabilité, c'est un système neuromusculaire, on est très contracté, des émotions comme la peur et la colère, qui sont des émotions donc à fleur de peau, de l'anxiété, etc. Donc ça, c'est une des réactions possibles du système nerveux qu'on appelle sympathique. Voilà. Et donc, on va utiliser, tout à l'heure, on va avoir un protocole pour réguler cette activation. D'accord? Ça, c'est une manière de réagir. Et la deuxième manière de réagir, à part la fuite et la lutte, c'est au contraire l'apathie, l'endormissement, le figement. Il y a plein de mots pour le dire. La sidération, l'état de choc. Ouais, l'inhibition, quoi, en fait. Ou une grosse inhibition. D'accord? Et dans cet état-là, on ne sent pas grand-chose. On est vraiment amorphe, apathique. Peut-être même des états dépressifs. Tu vois, on ne réagit pas trop. On a envie de rien faire. On n'est pas très sociable. On n'a pas envie de parler. Voilà, on rentre un peu dans sa coquille. D'accord? Donc, tu vois, c'est les deux pôles entre l'anxiété, l'activation et puis le shutdown, l'effondrement, le collapse. D'accord? Et ça, on appelle ça des réactions de figement ou de, comme disent les Américains, de freeze response. Les premiers, c'est flight and flight response. Là, c'est freeze response. Donc, les premiers, c'est réaction de fuite et de lutte. Et les deuxièmes, c'est les réactions de figement et de sidération. D'accord? Voilà. Et par rapport à ça, donc, on a... il y a un groupe en Israël qui est très habitué aux états de crise, qui ont développé, donc c'est le bras armé de la somatic experiencing qui travaille avec les états de crise et les états où les collectivités sont choquées, sont toutes traumatisées. Et ils ont développé un outil qui s'appelle Emotion Aid. Donc je montre là le protocole et je ne sais pas si on voit sur l'écran le logo. C'est un cadre de gestion de nos émotions et réactions dans les situations d'urgence et de stress. D'accord. Voilà, je ne sais pas si on arrive à voir. Oui, c'est bon. Ok. Bon. Et donc là, maintenant, on va rentrer donc dans les pratiques qu'on peut faire pour gérer ces deux états, ces deux réactions possibles de flight and fly, de lutte et fuite et de figement. Ok. Donc, on va commencer par l'étape 1. D'accord. Étape 1. Ok, ça marche. Donc, papillon. Voilà, papillon.
Donc, dans cette étape 1, on va tapoter doucement, doucement, mais fermement, 25 fois sur les bras. Et on observe ce qui se passe. D'accord? C'est marrant parce qu'effectivement, ça, j'ai l'impression d'être un petit peu, tu sais, comme un bateau qui tangue d'un côté ou de l'autre, et puis d'un coup, il y a une espèce de stabilisation qui est en train de se faire à l'intérieur. Alors, ouais, ça peut créer plein de sensations différentes. Il y a des gens que ça réveille, il y a des gens que ça calme, il y a des gens que ça peut provoquer pas mal de choses. D'accord. Voilà. Et pour le dire, pour donner le crédit à Shapiro et au mouvement, parce qu'il n'y a pas de lutte entre les écoles qui travaillent sur les traumatismes. On travaille de manière coopérée. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, mais pour donner le crédit, je ne veux pas juste amener la couverture à la somatic experiencing, qui est ma chapelle. Il n'y a pas de guerre de chapelle. Donc, on va donner les crédits. Et là, on utilise le MDR, qui est une école mondialement reconnue de traitement des traumatismes. Okay, on travaille tous unis, tous ensemble, chacun avec nos qualités. Donc, ce papillon, c'est la stimulation des hémisphères cérébraux qui aide à établir l'équilibre entre le rationnel et l'émotionnel, l'intuitif, pour le dire très, très, très brièvement. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. Et moi-même, j'ai rajouté, de par mon expérience, un deuxième petit exercice qui va travailler donc sur les réactions de fuite et de lutte, qui est celui-là. Donc, je ne sais pas si on le voit. Alors, je vais montrer peut-être les jambes. Je vais montrer les bras d'abord. Voilà. Donc, quand on est dans le confinement et dans l'isolement, donc il faut parler maintenant du confinement, on se sent parfois enfermé, énervé. Quand on est confiné, on est forcément un peu enfermé, même si on a le droit de sortir 1 heure par jour. Et donc, pour sortir de cet état de confinement qui peut réactiver des traumatismes d'accouchement où on était vraiment enfermé, on va justement trouver cet espace. Inspirer quand on ouvre les bras et souffler quand on descend. Et en même temps, et donc je montre avec la vidéo, et en même temps que je soulève les bras et je descends les bras et je souffle, je marche. Je fais comme si je marchais, comme si je fuyais d'une situation qui m'enferme. D'accord. Vous imaginez mes jambes en train de marcher, et donc là, je marche et j'inspire et je me dégage du confinement avec mes bras. Et là, je souffle et je marche. On peut faire ça 2 minutes. Toujours avec les pieds qui… Toujours avec les pieds qui… Comme si je fuyais d'une situation où j'étais enfermé. Tu vois, c'est une réaction de fuite. D'accord. Mais si c'est la fuite, est-ce que je peux courir plus vite? Alors, ouais, tu peux courir. Si tu as envie de courir, tu peux sauter à la corde ou courir. Regarde, tu peux le faire comme ça. Tu peux vraiment courir. Bon, c'est peut-être un peu plus dur avec les bras, mais on peut le faire. Hein. C'est faisable. Ouais. D'accord. On peut le faire. Quand tu fais ça, parce que là on a l'impression que c'est un petit peu des gestes simples, mais qu'est-ce qui se passe en fait au niveau neurosciences? Il se passe quoi là quand tu fais ça? Alors, ouais, on a l'impression, mais c'est simple ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est de l'évidence. En fait, on travaille sur donc, le système sympathique du système nerveux qui, quand il y a un danger, il veut fuir ou lutter. Donc, quand je mets mes jambes en marche et en fonctionnement, c'est comme je fuyais d'un danger imaginaire, mais qui n'est pas imaginaire dans ce cas-là, parce qu'il y a un virus, mais sauf qu'on ne le voit pas. Donc, il faut quand même compléter ce qu'on appelle finaliser ou compléter les réponses défensives. En physiologie, on appelle ça finaliser les réponses défensives. Donc, si on a un danger en vrai et qu'on ne peut pas lutter contre lui, on se barre, on fuit le danger. D'accord? Mais si on peut lutter, on va lutter. C'est-à-dire, on va repousser, se défendre, repousser l'ennemi, parce qu'on est confiné, on veut repousser et se sentir plus libre et avoir plus de mouvement. Donc, tu comprends, c'est vraiment des réactions de neurosciences qui s'appellent Flight and Fight Response. D'accord. Donc, c'est de l'information qu'on donne au corps. C'est-à-dire qu'on lui permet d'exprimer des choses, et peu importe qu'on soit dans l'imaginaire ou dans le réel, de toute façon, le corps et le cerveau ne font pas de différence entre l'imaginaire et le réel. Exactement. C'est pour ça qu'en thérapie, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de violeur, il n'y a pas d'agresseur, il n'y a pas de tsunami, il n'y a rien. Mais quand je mets le cerveau en face d'une vision ou d'une situation qui n'existe pas dans le cabinet, mais que je fais imaginer à mon patient, pour le cerveau, il ne fait pas de distinguo. Et donc, c'est comme ça que je l'aide à finaliser des réponses défensives, je l'aide à fuir ou lutter, ou sortir du figement en tout cas, ou en tout cas et calmer ses états d'âme.
Tu vois? D'accord. Donc, c'est vraiment des neurosciences basées sur le comportement animal et l'éthologie. C'est des sciences, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est Peter Levine qui l'a découvert, ce modèle. Donc, c'est vraiment génial. Il faut lui donner ce crédit. Il a joint, il a fait une synthèse de plein de choses parce qu'il y a des éléments de méditation de l'Orient là-dedans, on observe son corps, il y a des réactions de fuite adulte. Enfin, c'est des neurosciences mêlées à de la méditation parce qu'on observe beaucoup son corps comme on peut le faire dans les exercices de pleine conscience, tu sais, en MBSR. MBSR, pour ceux qui ne savent pas, c'est Mindfulness Based Stress Reduction, des réductions de stress basées sur la pleine conscience. Donc tout ça, ça vient des méditations de l'Orient. Mais on va pas tout mélanger, d'accord? Voilà. Donc là, on a eu le papillon en premier, d'accord, papillon. Ouais. Ensuite, on a effectivement cette espèce de repousser les limites un petit peu en même temps que le sentiment de fuite, hein, donner ces informations au corps où on repousse les limites et on se met à courir. Donc, c'est un petit peu comme quand on est dans une salle de cinéma, des fois on va être essoufflé de voir le héros courir alors qu'on est assis dans un fauteuil. Ben là, c'est exactement le même principe. Hein, c'est-à-dire que par l'imagination, en fait, on se met réellement en situation et l'information qu'on donne au corps est une information réelle, en fait, qui va avoir un effet réel. Un impact réel, exactement. Donc, réel. ça va te permettre de sortir du figement, d'accord, ou de calmer des activations qui étaient là. Donc, tu vois, j'ai fait 2 en 1 dans cette première étape. J'ai travaillé en même temps les états de figement et puis je commence aussi à équilibrer mes hémisphères cérébraux. Je commence à calmer les choses aussi. Donc, j'ai travaillé dans les deux sens. Après, les choses vont être un peu plus homogènes. D'accord? Donc là, on passe dans l'étape 2. Ok. Alors, étape 2, c'est ancrage de base. Donc, dans l'étape 2, l'ancrage de base, c'est simple, on s'ancre, on s'enracine, on peut le faire assis ou debout, on sent bien ses pieds au sol. Bon, je ne sais pas si on les voit là, mais enfin, en tout cas, là, je suis debout, on essaie de bien sentir ses pieds au sol et on peut s'asseoir aussi. Donc, c'est vraiment important de se sentir soutenu par le sol, comme si le sol nous touchait, nous soutenait, comme une bonne maman qui nous soutient. Voilà, on est bien soutenu. Voilà, c'est un soutien inconditionnel. Ça, Donc, c'est mettre son attention sous le point de contact de la plante des pieds, c'est ça? Voilà, les pieds et les orteils, hein, comme si on était avec le sol. On est vraiment bien en contact avec le sol et en avoir conscience. OK? Et en même temps qu'on fait ça, on regarde l'espace, donc on revient dans la réalité, pour peu qu'on était parti dans des imaginaires et des fantasmes déconnectés de la réalité. Voilà, et on regarde autour de soi. Et par exemple, on compte les couleurs. Par exemple, on va compter 10 objets de couleur verte, par exemple, jaune, rouge, etc. D'accord. D'accord. Et en termes de respiration, il se passe quoi? Tu vas voir que quand on revient dans la réalité, plus on est dans la réalité et plus on sort de ses peurs et de ses fantasmes et plus on se calme. Donc la réalité va avoir tendance à de nouveau, ah bon, il n'y a pas de danger, pas de lion, il n'y a pas de... Parce qu'en réalité, dans l'instant présent, il n'y a rien, il n'y a aucun danger, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'animal qui va me sauter dessus, il n'y a rien. Je suis tranquille, je suis protégé chez moi. Bon, si j'ai été confiné, je suis étouffé, je me déconfine, je me bouge un peu pour respirer, et puis je reviens dans la réalité. Donc, on peut le faire 2 fois. Une fois, compter les couleurs, donc compter 10 fois le vert, 10 objets verts dans la pièce où on est, et on observe ce qui se passe dans notre corps. Et la deuxième fois, on peut compter les textures. Les textures. 10 textures différentes. Il faut les trouver les 10. Hein. Ouais, mais il y en a. Le papier, tout simplement. Du papier. Ouais, le papier, le fer, la lampe en alu, les lunettes en plexi, il y en a plein. D'accord. Le plastique, le verre. D'accord, très, très bien. Ok. Ça, c'est l'étape 2. Et ça fait revenir à la réalité. Ça va continuer le processus des 5 étapes. Étape 3. Régulation du flux interne et gestes de réconfort. Voilà, étape 3. Et tout ça, ça va très vite. Hein. Là, c'est plus lent parce qu'on en parle, on explique. Voilà. Mais si on le fait comme ça d'un trait, en 10 et 15 minutes, c'est réglé. Donc, l'étape 3, c'est tout simple. On met sa main sur son abdomen. On se donne un soutien à soi-même. Main droite, main gauche? Ça n'a aucune importance. Où tu mets ta main droite en haut. D'accord. C'est pas grave. D'accord. Voilà. Moi, je mets ma main gauche sur mon abdomen, ma main droite sur ma poitrine. Voilà. Et on voit ce que ça fait, cette chaleur au cœur et cette chaleur au ventre.
Alors, c'est marrant parce que ça, c'est un exercice que je fais quand je détemporalise les gens, quand ils sortent du temps. Et le fait de poser cette main et sentir cette chaleur, si tu veux, dans notre intériorité, parce que ça rentre à l'intérieur de soi, ça devient apaisant, quoi. C'est rassurant, c'est apaisant. En fait, c'est la vie qui s'exprime à travers nous. Et parce qu'on est vivant, en fait, cette vie passe et elle nous rappelle qu'on est vivant, elle nous rassure du fait qu'on soit vivant, et elle est chaleureuse, elle est bienveillante et elle est là. Tu vois? Ouais. Et si on va chercher plus loin, ça nous rappelle un peu nos premiers liens affectifs. Et les premiers liens, bah, c'est notre maman et notre papa quand on est tout petit. Donc, Mm. c'est cet enveloppement, ce rassurement, ce cajolement, voilà, qui nous rassure quand on va dans le giron de notre maman ou de notre papa, ou d'un oncle ou d'un grand-père ou d'une grand-mère. Hein, ça dépend si on a eu des parents bienveillants ou moyennement bienveillants. Mais on a toujours normalement quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être même un animal domestique, un chien, un chat qui nous donne ce. Et même si ce n'est pas un animal, ça va être une plante, un coucher de soleil, de la chaleur. Écoute, si on est vivant, c'est parce qu'on a eu cet enveloppement et cette ressource. Sinon, on serait mort. Tu vois? Donc, il y a toujours quelque chose pour nous envelopper et nous faire sentir connectés. Donc, en même temps qu'on fait ça, on peut rajouter un son. Donc, c'est un son que Peter Levine a donné, mais moi, c'est des sons qu'on trouve dans les mantras indiens, dans les mantras bouddhistes. Donc, voilà, écoute, peu importe d'où ça vient, mais en tout cas, on sait que la vibration des sons au niveau de l'intestin et du ventre, ça fait du bien. Notre cerveau, donc, il analyse des choses, et quand il croit qu'il est en proie justement à un ennemi, ok, donc bah, il flippe, on est stressé, on a toutes ces réactions du système nerveux dont j'ai parlé, sympathique, parasympathique, d'accord? Et ce qui est aussi ajouté par les réactions du ventre. Donc on dit bah, j'ai des nœuds dans le ventre, ou j'ai froid dans le ventre, ou j'ai le ventre serré. Voilà, il y a tout un tas d'expressions qui parlent du ventre, qui montrent qu'on est stressé et pas bien. D'accord? Et quand on amène des informations comment dire, de réconfort dans le ventre, par un système de nerfs afférents, va envoyer au cerveau des informations que tout va bien. Donc, si on fait des vibrations, des champs vibrationnels qui font vibrer le ventre et qui le détendent, lui-même va envoyer des informations au cerveau qui vont faire sortir de ce loop négatif, de ce cercle vicieux négatif. Donc, c'est pour donner des infos au ventre, le faire vibrer, et qui calme le cerveau en disant « T'inquiète, tout va bien ». Et donc, le son est le suivant, c'est le vous. Donc, je vais le faire pour vous, pour voir comment c'est. D'accord? C'est un cycle de 3 sons, de 3 vous. D'accord. Est-ce qu'on met toujours la. Ça fait partie de cet état 3, je l'ai rajouté. Il n'est pas dans le processus original, mais je l'ai rajouté parce que Peter Levine l'utilise. Moi, je l'utilise aussi pour moi et mes patients. Ça fait du bien, ça aide. Donc, c'est un petit must, un petit truc en plus pour cet état 3. D'accord? D'accord. On peut faire le vous en même temps. D'accord. Et on va jusqu'au bout du souffle et on chante jusqu'à la fin d'expiration, mais sans s'étouffer. Et on reprend un bal d'air, on le fait 2 fois. Et puis une 3e fois. Voilà. Et on observe ce que ça fait dans le corps, dans l'esprit. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de respirer, ça peut faire un peu de tiens, ça me tourne un peu la tête, ou tiens, parce qu'on a respiré 3 fois et on a été profond dans la respire. Donc voilà, il suffit juste de s'arrêter et ça passe. Si on est un peu, on a un peu la tête qui tourne. On n'insiste pas, puis on observe ce qui se passe. Et ça calme vraiment bien aussi. OK? Voilà. Là, on arrive à la fin de l'étape 3. Donc, à la fin de l'étape 3, on fait une évaluation de nouveau du stress ou de l'apathie de 1 à 10. Le plus fort, c'est 10. Le maximum, c'est 10. Ouais, c'est 10. Et quand il n'y a plus rien, c'est 0. C'est ça. Hein. 0. Ouais, 0 ou 1 étant très, très bas. D'accord? Donc, on l'a fait avant l'étape 1. On s'est noté de 1 à 10 à combien on était. Et à la fin de cette étape 3, on peut faire une évaluation. Donc, tiens, à combien je suis de 1 à 10? C'est intéressant de voir. En général, on est plus bas. Voilà. Donc, si on était à 8-9, on va être, si on était vraiment très, très stressé, on va peut-être tomber à 6, si on est vraiment très stressé.
Et si on est moyennement stressé, on va vite tomber à 4, 3. Voilà. Après l'étape 3 et l'évaluation, on passe à l'étape 4. Alors, je te la montre. Là, on a vraiment décortiqué. Hein. On a vraiment fait… 4, c'est la décharge. C'est la décharge. Observez vos sensations corporelles. Étape Voilà. 4. Donc, on observe nos sensations corporelles. Qu'est-ce que j'avais? Si j'étais déconnecté de mon corps, qu'est-ce que j'avais? Ouais, tiens, c'est vrai que j'ai un mal au dos qui est apparu. J'étais complètement déconnecté. Tiens, j'ai un mal de dos. Tiens, ouais, j'avais un mal à la tête. C'est apparu. Ça, c'est pour les gens qui étaient complètement déconnectés de leurs sensations ou de leurs émotions. Tiens, c'est Alors, vrai. attends, juste pour traduire. Pour les gens qui étaient déconnectés, c'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de me dire que là, comme je suis revenu dans l'instant présent et dans mon corps, je peux sentir maintenant des douleurs que je ne sentais plus avant parce que j'étais déconnecté. Exactement. Exactement. Si on est dissocié parce que la peur est trop intense, on se dissocie, c'est des mécanismes liés au traumatisme, ça s'appelle la dissociation, on va se déconnecter. C'est un mécanisme de survie qui s'appelle le figement ou les freeze response, qui fait que quand on ne peut pas gérer, c'est trop fort à gérer les sensations, les émotions, bing, on dissocie, on déconnecte. C'est un mécanisme de survie. C'est comme un disjoncteur dans la maison qui tombe parce que l'entrée d'énergie électrique est trop forte au tableau d'électricité. Et donc, le disjoncteur tombe et ça permet de ne pas brûler tout ton système. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il faut en sortir du figement. Bien sûr. Il faut en sortir. Sûr. Parce que sinon, après, les dégâts sont plus grands après derrière. Ah oui. Voilà. Donc, ça aide à sortir du figement et de la sidération. Donc, on peut sentir des sensations et des émotions qu'on peut gérer en les observant. Et si c'est trop fort, on revient à la réalité et on revient au vous. D'accord. Si c'est trop fort parce qu'on se reconnecte à notre corps, on se calme, on revient à sa base, on s'ancre de nouveau les pieds par terre et on regarde les objets, on compte de nouveau les objets et éventuellement on fait le vous. Ça, c'est quand on était déconnecté, qu'on se reconnecte aux sensations et aux émotions. D'accord. Qu'est-ce qui peut être trop fort? Qu'est-ce qui peut être trop fort, Eric? C'est-à-dire, tu dis, si c'est trop fort, mais quoi? Les peurs que j'ai dans ma tête ou les sensations? Pareil, ça va ensemble en général. Parfois, c'est que des sensations. Parfois, on n'a pas d'émotions parce qu'on est déconnecté de ces émotions. On n'a pas de peur et pas de colère, mais on a des sensations. La tachycardie, on a une douleur trop forte, et on ne se sent pas bien. Donc, on n'est pas… Mais est-ce que ça, c'est pas lié à des images? C'est-à-dire que le fait d'avoir une image mentale va créer chez moi la tachycardie? Pas forcément, Moria. On peut avoir des images. Ah oui, mais le virus quand même est là. J'ai vu le JT, il a dit que j'ai vu les épouvantails. On peut avoir des images, mais on peut ne pas avoir d'images. Donc, peu importe qu'on ait des images ou qu'on n'ait pas des images, qu'on ait des émotions ou pas des émotions, et qu'on ait des sensations ou pas, si on peut avoir des émotions. En général, si on a des sensations, il faut quand même arriver à les gérer. Donc, où on arrive à les gérer, on les observe, ces sensations et ces émotions, et elles se défont naturellement dans la phase 4. Ça se défait naturellement. OK? Ça va amener encore plus de calme. Si jamais c'est trop fort, ces sensations et ces émotions, on revient à l'étape 2 ou 3, ancrage, observation de la réalité pour ne pas repartir dans ces sensations et ces émotions, les vieux fantasmes, les lions qui n'existent pas, qui vont te dévorer mais qui n'existent pas. Voilà, on revient à l'étape 2 et 3. Tu vois, c'est facile. Donc, où on peut les gérer et on les regarde et ça se décharge, ça se détend encore plus, étape 4. Où on ne peut pas les gérer, on revient à étape 2 et 3. D'accord. Facile, non? Ouais. Il faut avoir l'habitude. Bon, faut s'y habituer, mais c'est pas compliqué. Après, on passe à l'étape 5. Comme ça, on a terminé notre protocole. Alors, l'étape 5, c'est connexion aux ressources. Et donc, c'est l'étape finale. Donc, c'est afin de renforcer davantage le bien-être que tu as pu gagner par rapport aux 4 premières étapes, tu peux invoquer une ressource, la voir, la sentir, l'écouter. Donc, ça peut être des sons, des couleurs, visualiser un ami, encore une fois, ou un chat, un chien qu'on a eu, qui nous fait du bien, un ami, un proche, son amoureux, ses enfants, qui tu veux, ce qu'on veut. Un coucher de soleil, une belle couleur qui nous fait du bien, une belle musique qui nous pénètre et qui nous calme encore plus. Voilà. Et donc, ça va finaliser le travail. D'accord. Cette étape 5. Et on observe de nouveau dans son corps ce qui se passe, tandis qu'on voit, qu'on écoute. On peut même sentir humer une huile essentielle, une odeur de cèdre, d'eucalyptus, de rose, de ce que tu veux, de bergamote, de citron, de ce que tu veux. En fait, on s'ingurgite un peu de beauté. On s'ingurgite de la beauté par n'importe lequel de nos sens, ou même par tous les sens si on peut. Voilà, tout simplement pour avoir la touche finale
de ce que nous sommes réellement, quoi, notre orientation première. Au départ, nous sommes faits pour la beauté et nous avons besoin de nous le rappeler parce qu'on vit dans un monde qui nous en a totalement dépossédés ou on s'en est laissé déposséder, tu vois. Donc voilà, donc effectivement, se rappeler de cette beauté, soit en plongeant dans une fleur ou dans un souvenir. Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'être humain vit tout le temps au présent. Depuis l'instant où nous sommes nés jusqu'à l'instant maintenant, en fait, c'est tout le temps le présent. Donc ça veut dire que chaque souvenir qu'on a à l'intérieur de soi, en fait, c'est du présent condensé. Tu vois, c'est du présent qui est là. Et c'est comme un flacon. Tu l'ouvres et tu sens le parfum de l'instant que tu as vécu. En fait, il est encore là, Il à est là, l'intérieur de toi. il est Tu là, vois, il est là, il est là, il il est est là. encore là. Il est Voilà. exactement, Donc, tout exactement. ce que tu as vécu, en fait, est actif à l'intérieur de toi, mais c'est actif de façon subtile. Voilà. Et quand toi, tu poses ton regard, ton attention dessus, l'énergie suit la pensée. Dès que tu poses ta pensée ou ton attention sur une partie de toi-même, et ben, qu'est-ce qui se passe? Tu mets le faisceau dessus et l'énergie va surgir de ce que tu regardes. Donc, si c'est un souvenir, d'un coup, ben, toute la mémoire, en fait, c'est le présent qui est condensé, hein, là, voilà, Ça, qui va se déployer. exactement. Tu l'as très bien dit, Moria. C'est un déploiement du passé, de mémoire, qui redeviennent de nouveau présentes. On se rappelle que le beau existe, qu'on est connecté, que tout va bien finalement, que tout va bien. Voilà. C'est le présent encodé à l'intérieur de soi. C'est le présent encodé, la mémoire. Exactement, c'est ça, c'est ça. Donc tu l'as très bien dit. Et voilà, et donc on finalise, on peaufine par l'étape 5, on peaufine ce qu'on a fait dans les 4 premières étapes, et on finalise, on essaie d'intégrer, ce qui est un mot important, intégrer ce bien-être dans notre système nerveux pour qu'il soit de plus en plus présent. Voilà. Re, Oui. représentéifier, si je puis dire, là, excuse-moi du néologisme, mais redonner de la force à ce présent qui a toujours été là et qui est là maintenant. Voilà. Et pour que ce soit encore plus clair. Voilà. Ouais, c'est impeccable. C'est superbe. L'imprégnation du présent et de la beauté du présent et de la sécurité du présent. Voilà. Et donc, et on termine l'étape 5. Je rappelle juste, avant d'oublier, que ce n'est pas un processus thérapeutique, Emotion Health, ce n'est pas une thérapie, c'est juste des premiers secours émotionnels. D'accord? Donc, tout ce qu'on a fait là de 1 à 5, ça paraît long, mais en fait, c'est très rapide, ça se fait en 10-15 minutes. C'est juste qu'on a décortiqué, on a expliqué, on a analysé pour que les gens comprennent bien que c'est des neurosciences et que ce n'est pas un foutra d'ésotérisme ou de je ne sais trop quoi, d'idées farfelues, totalement déconnectées de la réalité et des neurosciences voilà, les plus modernes. Et que la fréquence avec laquelle on peut le faire pendant la journée, on peut le faire, moi je dirais 2-3 fois, voilà, matin, midi et soir, un peu comme une prescription médicale, matin, midi et soir. D'accord. Alors, Eric, si jamais moi je suis un auditeur et que d'un coup, je sais pas, je panique pour une raison ou pour une autre, est-ce que je pourrais te contacter ou t'appeler pendant cette période de confinement? Alors absolument, moi je fais partie donc de ce réseau Emotioned, donc il y a pas mal de thérapeutes en France qui font partie. Bon, de toute façon, si moi à un moment donné je suis débordé, je pourrais donner des numéros de téléphone de collègues qui font ça, qui sont formés à cet outil émotionnel efficace et dans cette urgence collective. Mais moi, je peux moi-même donner quelques horaires. En même temps, ça dure 10-15 minutes, donc je peux recevoir gracieusement dans cette période de crise, évidemment, je peux recevoir gratuitement les gens qui m'appelleraient si les gens n'ont pas réussi à l'appliquer pour eux-mêmes et qui ont besoin d'être guidés. Donc évidemment, merci de poser la question, Moria. Je peux soutenir, guider des gens à faire Emotioned à la maison avec moi en Skype ou en WhatsApp ou en Zoom. Et donc, je peux peut-être donner mon numéro de téléphone si les gens sont intéressés par ça. Voilà. Je te remercie vraiment beaucoup, Moria, de donner ces belles méthodes à toute la population qu'on a besoin, parce qu'ils ne connaissent pas forcément. J'espère que ça va les aider. Et puis voilà, on est à leur disposition s'ils ont besoin d'un coup de main supplémentaire. En tout cas, je te remercie. Merci à toi, Eric. Merci de ton aide et de ta participation. Merci. Faites tourner.